Alors bonsoir. Du coup, ce soir, je vais vous faire une petite introduction donc à la neurobiologie. Et donc pour ça, on va voir 3 grosses parties. On va avoir une petite introduction à tout ce qui est neurosciences. Puis, je vous parlerai de quelques bases en neurobiologie pour que vous puissiez comprendre certaines choses sur tout ce qui est sommeil. Parce que ma conf, elle va porter principalement donc sur tout ce qui est sommeil. Donc, première partie, donc tout ce qui est neurosciences. Qu'est-ce que c'est les neurosciences? Les neurosciences, c'est une science très large, donc qui donc se porte donc sur le cerveau, mais on a beaucoup d'autres matières. Ça ne porte pas que sur la biologie. Par exemple, on a les mathématiques en S, la physique, l'informatique, la médecine, la chimie et la biologie. Donc toutes ces matières en fait vont former peuvent travailler sur ce qu'on appelle les neurosciences, ils peuvent travailler sur autre chose, mais tout ça en fait ils vont permettre de faire plusieurs choses comme par exemple des robots, des choses qu'on va voir juste après. Donc à quoi ça sert donc la neurobiologie? Ça sert à mieux comprendre les espèces, les comportements, les maladies, donc comment on agit, puisque les maladies aussi, de tout ce qui est cerveau, ça peut être très grave. Donc en fait, l'étude de la neurobiologie est très importante pour comprendre et arriver à mieux soigner, par exemple, des maladies comme Alzheimer ou des choses comme ça. Ça sert aussi à améliorer nos capacités. Donc, par exemple, tout simplement quand les personnes ont des amputations de membres, comme le bras, le pied, voilà, ils peuvent se faire greffer maintenant c'est des prothèses robotiques qui donc partent jusque dans le cerveau et ils peuvent avec leurs pensées fermer la main et tout, et du coup retrouver une certaine mobilité, un certain confort de vie que ils n'auraient pas pu avoir sans ça. Donc à faire des robots bien sûr, parce que on a beaucoup de choses en ce moment qui se basent sur la neurobiologie, enfin sur tout ce qui est cerveau humain. C'est très complexe comme on va le voir tout à l'heure, et en fait on se base donc sur ces bases pour faire donc des robots qui sont actuellement très intelligents, très puissants, on va dire ça comme ça. En ce moment aussi, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les interfaces neurones informatiques, qui sont vraiment quelque chose qu'on cherche, par exemple, pour faire des jeux vidéo plus réalistes, et des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment une matière qui est en train de se développer, l'interface neurone informatique. Donc, il y a des parcours spécialement à la fac qui existent là-dessus. Donc, si jamais ça intéresse les gens, je vous conseille de chercher spécifiquement des filières neuro-informatiques. Donc, quelles sont un peu les avancées du moment sur la neurobiologie? En fait, en ce moment, on étudie beaucoup la liaison mémoire-émotion. Vous en avez peut-être entendu parler, mais la mémoire est vraiment liée aux émotions. Avant, c'était quelque chose dont on avait totalement pas du tout conscience, mais maintenant, c'est de plus en plus travaillé et c'est de plus en plus vérifié. On a tout ce qui est robotique, bien sûr, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc tout ce qui est prothèses, des robots qui permettraient de soulever des masses, qui seraient totalement indépendants, enfin avec des programmes avancés. On peut aussi lire nos pensées. J'ai vu des études en fait, comme quoi ils essayaient de caractériser avec des hémato-encéphalogrammes. Donc c'est une grosse machine. On vous met des sondes sur le cerveau pour étudier l'influx électrique. Et en fait, ils vous disent par exemple de penser à une voiture, et ils essayent avec ce que vous dégagez, ces influx nerveux, et ils essayent de reconstruire une image et essayent de lire dans les pensées grâce à ça. Et ça prend énormément de temps parce qu'il faut reproduire donc la voiture, le cheval, le cahier, la pince à linge, enfin toutes les images. Et beaucoup portent sur l'étude des rêves, parce qu'on va le voir tout à l'heure, c'est encore quelque chose qui est pas très connu, qui est très difficile à comprendre, et on verra pourquoi. Et bien sûr, ce qui est en train de se développer, c'est surtout sur les jeux vidéo, pour faire des jeux vidéo encore plus réalistes, des réalités augmentées. Donc ça, c'est vraiment des choses qui commencent à se développer. Donc en première partie, dans les bases en neurobiologie, on va voir qu'est-ce que le cerveau. Pour ce faire, je vais refaire une base pour que tout le monde soit au même niveau pendant cette conférence, et que tout le monde puisse comprendre. Donc on va repartir du tout début, on va voir le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Donc le système nerveux central, qu'est-ce que c'est? C'est donc le cerveau, le cervelet,
C'est une petite, je sais pas si vous voyez ma souris, c'est une petite base qui est en orange sur l'image, ici. Et donc on la verra tout à l'heure encore un petit peu mieux à quoi ça sert. Et donc la moelle épinière. Donc la moelle épinière, c'est tout ce qui se situe c'est tout ce qui se situe sur la colonne vertébrale. On va détruire une petite idée de reçu parce que vous savez mon amour pour les idées reçues. On ne donne pas sa moelle épinière. Je peux comprendre que ça fait peur quand on dise je vais faire un don de moelle épinière. Non, vous donnez pas une vertèbre. Hein. Vous donnez pas un os en fait. Vous donnez la moelle osseuse. Donc ce qui se situe à l'intérieur des os en fait, et pas du tout la moelle épinière. Je vous rassure. Le système nerveux périphérique, qu'est-ce que c'est? C'est tous les nerfs que vous voyez en vert sur ce petit schéma. En fait, c'est vraiment ce qui va permettre du coup la connexion pour vos jambes, vos mains et tout ça. Donc, on va voir maintenant le mode d'action du système nerveux. Donc, en fait, le système nerveux, au début, va recevoir une information. Ce système nerveux, cette information, elle peut venir du milieu interne ou du milieu externe. Donc interne, ça peut être un toucher, interne, excusez-moi, extérieur, ça peut venir d'un toucher, interne, ça peut venir vraiment d'une douleur à l'intérieur. Par exemple, si vous avez mal quelque part, ça va être une information. En 2, c'est ce qu'on appelle l'intégration, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et en 3, ça va être les actions. Donc ça va agir sur des organes dits végétatifs. Les végétatifs, ça veut dire qu'on ne les contrôle pas. C'est involontaire en fait. On les contrôle techniquement, mais on n'y pense pas. Par exemple, quand vous mangez, l'intestin, on dit qu'il y a des muscles végétatifs parce que en fait, vous ne contrôlez pas votre transit intestinal. Du coup. Et on a tout ce qui est muscles volontaires, comportement, machin, qui peuvent du coup agir bien sûr sur les organes végétatifs. Et donc va permettre en fait de réagir à l'information que vous avez reçue. Par exemple, typiquement la chaleur, quand vous avez votre main, vous allez l'éloigner. Et vous pensez pas à dire oh je vais l'éloigner parce que c'est chaud. Non, vous le faites instinctivement. C'est très rapide ces réponses. C'est comme ça que ça se passe dans le système nerveux. Mais bien sûr, vous avez aussi des actions réfléchies. Hein. Je dis pas que vous avez que des actions réflexes, mais les réflexes c'est en général ce qu'il y a de plus rapide. On va voir aussi toutes les cellules du système nerveux. Alors ici c'est un schéma, donc il y a beaucoup de choses. Donc tout sur la partie à droite, ce que vous voyez là c'est un neurone dit unipolaire. Unipolaire pourquoi? Parce qu'il a que en fait il va se dédoubler en deux. En fait il est unipolaire parce qu'il a que une terminaison en fait. On reverra le neurone en tant que tel tout à l'heure. Je vous le réexpliquerai mieux que ça. Là, c'est juste pour que vous compreniez. Autour, vous avez ce qu'on appelle les cellules satellites. En fait, ces cellules, c'est des cellules souches. Qu'est-ce que c'est des cellules souches? C'est des cellules qui gardent le potentiel de se différencier en une autre. Donc, par exemple, en un neurone, au début, quand on est bébé, vous savez, on part tous d'une cellule et ces cellules sont dites indifférenciées parce qu'elles vont donc se multiplier et donner toutes les cellules de notre corps, donc les neurones, les cellules gliales qu'on voit là, on a les cellules musculaires, on a vraiment beaucoup de cellules. Et ça, donc les cellules satellites, par exemple, vont intervenir lors de lésions du cerveau parce que certes on ne recrée plus de neurones à partir d'un certain âge. En fait, on est avec un pool de neurones bien défini, mais on est capable quand même de recréer certains trucs quand même. On n'est pas dépourvu en cas où si des gens ont déjà eu des accidents au cerveau, on ne reste pas avec un trou béant dans la tête, ça se reforme un petit peu. C'est pas le mieux, mais ça fait son travail. Et ça s'appelle la plasticité cérébrale. C'est très intéressant, mais on n'en traitera pas ici. Enfin, pas plus que ça. On va voir un petit peu les différentes cellules. Comme vous voyez, vous avez des cellules qu'on appelle microgliales. Donc c'est les cellules de la glie. On va le revoir juste après. Et donc vous voyez là, il y a les neurones. Donc en fait, dans le cerveau, on n'a pas que des neurones. On a donc ce qu'on appelle des cellules gliales et des cellules neuronales.
on va voir d'abord le neurone. Alors, le neurone, normalement, si vous avez fait un peu de SVT, j'espère que vous avez un peu vu le neurone. Donc, comme vous voyez, on a à partir du noyau, donc là, c'est vraiment le corps donc de la cellule, donc c'est vraiment le corps cellulaire. À partir de ça se dégagent les dendrites. Et il y en a une de ces dendrites qui est un peu plus épaisse, qu'on appelle donc l'axone. Et à partir de ça, on va voir un autre mécanisme juste tout à l'heure. Mais on va continuer là-dessus. Donc l'axone, il peut être très long. Dans vos jambes, il peut faire jusqu'à 1 mètre du coup. Donc ça peut être énorme. C'est pour ça qu'on a autour ce qu'on appelle la myéline. La myéline, ça permet d'accélérer et de maintenir l'influx électrique, qu'on reverra tout à l'heure du coup en base. Cette myéline, elle est vraiment importante. Et ça peut provoquer beaucoup de maladies si on l'a pas. Par exemple, la sclérose en plaques. Donc, c'est une maladie qui dégrade, où on n'a plus assez de myéline. Du coup, en fait, les gens peuvent être paralysés du coup à cause de cette maladie parce qu'ils peuvent plus bouger leurs jambes. Au début, ça commence par les jambes et tout. Ça, c'est encore autre chose. Du coup, à la fin de cet axone, on a donc les terminaisons axonales et c'est là que va transiter donc l'influx nerveux. Juste ici, donc on voit l'influx nerveux passer. En fait, au début, quand notre cellule est au repos, la membrane, elle est chargée positivement à l'extérieur et négativement à l'intérieur. Quand l'influx nerveux va passer, il y aura un échange, en fait, et on va voir pourquoi il y a cet échange. Et en fait, vous voyez, ça va transiter le long et ça va le transmettre à d'autres neurones qui vont le retransmettre à d'autres pour faire par exemple une contraction d'un muscle ou quelque chose comme ça. Donc ça va vraiment se transmettre un par un. Donc comment ça se passe ? Comment on a cet influx nerveux ? En fait, comme je vous ai montré, je vais juste revenir. Vous voyez à la dendrite, là où il y a, je veux dire, pardon, excusez-moi, le corps cellulaire, il y a les dendrites, et là où il n'y a pas de dendrites, en général, il peut y avoir des synapses qui se collent dessus, et en fait, qui vont faire donc ce petit mécanisme. En fait, une synapse, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment donc la terminaison axonale d'un autre neurone. Donc, on a arrivé donc du potentiel, comme vous pouvez le voir, en petit 1. Puis, en fait, dans ces vésicules, il va y avoir des neurotransmetteurs. On en a plein, vous en avez sûrement entendu parler, le GABA, l'oxytocine, enfin, vraiment, on en a beaucoup. Ces neurotransmetteurs sont piégés dans des bulles, et en fait, c'est des petites bulles comme ça, donc piégées dans la membrane. Quand il y a un arrivée du potentiel d'action, en fait, on aura une dégradation en fait de ces bulles qui vont venir en fait au bout de la membrane et en fait faire ce qu'on appelle l'exocytose. Ça veut dire que les neurotransmetteurs vont s'échapper et en fait arriver sur des récepteurs qui sont positionnés donc tout autour du neurone qui réceptionne cette information. S'il y a fixation, il va y avoir donc plein de mécanismes qui vont permettre le potentiel d'action chez l'autre neurone. Alors, il faut savoir que du coup, une fois que c'est libéré, tous ces neurotransmetteurs, il y a des façons, soit c'est dégradé, soit en fait, ils vont être relâchés. Et dans votre cerveau, il y a beaucoup d'études sur ce qu'on appelle la soupe chimique. La soupe chimique, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'ensemble donc du liquide dans lequel baigne votre cerveau. Et forcément, vous voyez, c'est pas fermé comme endroit la synapse. Donc, il y a forcément un moment des neurotransmetteurs qui peuvent se mettre à l'intérieur. Et il y a beaucoup d'études qui portent sur le fait que les personnes dépressives auraient plus d'un neurotransmetteur particulier dans cette soupe chimique et pourraient le traiter. Et en fait, cette soupe chimique, elle vous sert à plein de trucs. Elle vous sert donc si vous êtes dépressif. Elle sert à savoir aussi donc votre état de concentration. Donc quand vous n'êtes pas concentré, c'est peut-être parce que votre soupe chimique elle est pas super bien. Mais tout ça, vous pouvez pas vraiment le contrôler vraiment vous-même. C'est un contrôle de beaucoup de choses et on est encore en train d'étudier. C'est vraiment un sujet intéressant ça aussi. Maintenant, on va voir les cellules gliales. Juste pour vous dire, on a à peu près du coup en ratio 90% de cellules gliales contre 10% de neurones en fait dans le cerveau. Donc à quoi ça sert toutes ces cellules gliales ? Eh ben elles servent au soutien, du coup elles servent de système immunitaire parce que vous en doutez, vous avez besoin en cas où s'il y a une infection, vous pouvez pas ne pas avoir de système immunitaire dans cette partie, c'est vraiment très, très important.
Et en fait, elle sert aussi à faire le lien entre le sang et le cerveau. Parce que faut savoir que on peut pas laisser passer tout et n'importe quoi dans le cerveau, vu que c'est une structure assez fragile, qui du coup, comme je vous l'ai dit, vous naissez avec un pool déterminé de neurones, et vous ne pouvez pas vous permettre d'en perdre 100. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une grosse barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qu'on verra pas du tout, parce que c'est très compliqué. Donc c'est vraiment très permissif, en fait, il laisse très peu passer de choses, et il laisse passer que ce dont le cerveau a besoin, et c'est vraiment très compliqué, mais on verra vraiment pas ça là. On va revoir aussi tout ce qui est substance grise et substance blanche, parce que il faudra bien retenir, parce que plus tard je vous en reparlerai dans la conférence. La substance grise, donc elle se situe tout autour du cerveau et aussi à l'intérieur. Donc on a quelques petites parties. Et la substance blanche, du coup, c'est tout ce que vous voyez en blanc sur le schéma, et donc la bleue, c'est la substance grise. Du coup. La substance blanche, du coup, elle contient principalement les axones, en fait, donc comme je vous ai indiqué sur le schéma. Donc c'est le prolongement des neurones. Et la substance grise, elle contient tous les corps cellulaires de vos neurones. Donc vous imaginez un petit peu comment ça peut être organisé tout ça. Mais là, vous allez me dire, au final, c'est quoi le cerveau? Parce que je vois pas trop. Et bah, le cerveau, on va en voir quelques chiffres. C'est des milliards de neurones. Et chacun de ces neurones possède 10 000 connexions synaptiques. Je sais pas si vous vous imaginez, mais c'est énorme. On a donc un nombre de synapses qui correspond à environ 10 puissance 15. Donc pour tous les gens qui aiment les maths un peu, donc je sais pas si vous voyez l'ordre de grandeur, c'est énorme. Et donc mis bout à bout, ça peut atteindre du coup jusqu'à 416 667 km. C'est énorme. Donc le cerveau, c'est quelque chose de très dense, hein, vous imaginez, c'est pour ça qu'on a beaucoup de replis. Et en fait, moins on a de neurones, donc chez certaines espèces qui ont moins besoin d'une complexité du cerveau, je dis pas qu'ils sont plus bêtes, mais c'est qu'ils n'ont pas besoin des mêmes fonctions que nous. Par exemple, il y a des espèces qui ont vraiment besoin donc de savoir se retrouver là où ils sont, par exemple dans la forêt. Donc ils vont avoir des plis vraiment très forts à certains endroits que nous on n'aura pas autant. Donc en fait, plus on a un cerveau lisse, ça veut dire plus on a moins de choses, moins de neurones en fait. On va avoir une idée reçue qui est donc une petite idée que j'ai vue passer sur le Discord, c'est que Einstein avait un grand QI et avait sûrement un gros cerveau. Il devait être énorme, son cerveau. Eh bien, je suis désolée de vous le dire, mais quand on a ouvert la tête de Einstein, on a découvert qu'il avait un très petit cerveau. Et en fait, on a découvert aussi que son cerveau était très dense. En fait, Einstein était intelligent parce qu'il avait beaucoup de connexions synaptiques. En fait, quand vous apprenez quelque chose, une nouvelle connexion synaptique va se faire. Et quand vous allez la réviser, elle va se renforcer. En fait, c'est quelque chose de, comme je vous ai dit, de très dynamique. Il y a une connexion synaptique à un neurone et c'est ça toute ta vie. Pas du tout. En fait, on peut refaire, donc comme je vous ai dit, suite à un choc, un accident, on peut refaire ces connexions et en fait, ça va créer un ensemble dynamique, ça bouge. Faut pas se leurrer. Et en fait, quand vous apprenez, ça bouge aussi. Et en fait, c'est comme ça que Einstein était sûrement connu pour son intelligence, mais il n'avait pas ni un grand QI, parce que le QI, ça veut rien dire. Si vous faites tester un QI à quelqu'un, genre par exemple, si vous dites le QI, ça correspond à monter à une échelle. Mais par exemple, le singe sait très bien monter et le poisson ne saura pas monter. Ça veut dire que le poisson est bête? Eh ben, loin de là. En fait, on sait tous faire des choses différemment. Du coup, pour moi, tout ce qui est QI, et pour d'autres spécialistes en neurobiologie, ça ne correspond à rien. Donc, si vous avez déjà fait un test de QI un jour et qu'on vous a dit que vous êtes super intelligent, eh ben non, en fait, ça ne correspond à rien. On va continuer dans les bases de vraiment appliquer sur du coup tout ce qui est cerveau. On va voir les différentes parties et tout ça. Donc, comment ça s'organise un cerveau? Alors, ça s'organise en deux hémisphères. On a le droit et le gauche. Chacun de ces hémisphères, donc comme vous voyez donc sur le schéma, possède les lobes. On a d'abord en bleu clair le lobe frontal. En jaune, on a le lobe pariétal.
en vert clair, le lobe temporal, et tout derrière, donc dans notre tête, on a le lobe aussi occipital. Donc en fait, il faut se dire qu'on a le lobe frontal droit, le lobe pariétal gauche, le lobe temporal gauche, enfin à chaque fois droite et à chaque fois gauche. Il faut s'imaginer, voilà, vous avez deux parties du cerveau. Ces deux parties sont reliées donc par les corps calleux, donc ça permet une communication entre les deux. Mais c'est déjà arrivé, par exemple, quand une partie, quand on a une infection, quand notre corps, par exemple, ça arrive, par exemple dans les maladies immunitaires, donc ça s'appelle des maladies auto-immunes, quand votre corps décide d'attaquer votre propre corps, en fait, ça arrive souvent, qu'on doive couper en fait une partie, en fait, on doit couper le milieu du cerveau pour stopper cette infection et que ça passe. Vous aurez quand même des fonctions, par exemple, de droite, sur la droite et la gauche, mais les connexions, en fait, c'est ce qu'on appelle des aires d'association, en fait, ils vont pas pouvoir se faire. Vous imaginez bien, le lobe frontal n'intervient pas qu'avec le lobe frontal, on va voir tous ses rôles, mais en fait, tout est lié. Il faut pas voir le lobe frontal comme une unité seule, il faut voir ça comme vraiment quelque chose de dynamique qui donc interagissent les uns avec les autres. Si on retourne mon cerveau, ça donne quoi? Eh ben, ça donne ça. En fait, si vous regardez votre cerveau à l'envers, vous pouvez voir vos bulbes olfactifs et ce qu'on appelle le chiasma optique. Je vous ai pris cette petite photo parce que on n'en parle pas souvent de ce qu'il y a en dessous de votre cerveau. Je sais pas si vous êtes posé la question, mais ça peut être drôle de se poser la question. Donc les bulbes olfactifs, donc tout ce qui sert au sens. Et le chiasma optique, en fait, vous savez, c'est pour vos yeux. En fait, vos nerfs donc des yeux vont être reliés et en fait, votre œil droit va être relié à votre partie gauche, donc occipitale, on le verra tout à l'heure, donc c'est la partie toute derrière. Et tout ça donc va être croisé en fait au chiasma optique et c'est pour ça en fait le droit regarde le gauche et le gauche regarde donc arrive au droit. Et en fait, ça se passe à peu près comme ça pour tout le corps. En fait, on est un peu toujours inversé. Et en fait, c'est pour ça qu'on est soit droitier, soit gaucher. En fait, on a des aires qui s'activent plus que d'autres à un moment donné dans notre développement. Par exemple, je crois qu'on m'avait dit, ma prof de neurobiologie, elle m'avait dit que l'aire du langage aussi, elle est présente dans le droit et dans le gauche, mais sauf qu'il y en a une qui doit régresser. Et en fait, chez les personnes qui bégayent, on retrouve qu'il n'y a pas de régression dans les deux lobes. Du coup, ça provoque une petite difficulté au niveau du langage, même si on les comprend très bien, du coup, parce qu'ils n'ont pas de problème au niveau de cette aire, mais on remarque plus cette régression. On va voir maintenant, du coup, à quoi ça sert toutes les parties du cerveau. Je vais vous reparler d'une idée reçue, parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Je supporte pas de voir que beaucoup ont des idées reçues. En fait, c'est l'idée reçue un peu connue, comme quoi on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. Mais là, je suis pas d'accord. En fait, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les cartes de Brodmann. Les cartes de Brodmann, c'est les scientifiques qui ont travaillé des heures avec des hémato-encéphalogrammes, qui vous ont mis ça sur la tête. Et en fait, ils ont calculé donc à quoi servait chaque aire, mais vraiment au millimètre près. Ils se sont vraiment appliqués et donc dans les cartes les plus complexes, tous les points que vous voyez, ça a été déterminé. Donc en fait, chaque point, ça a une fonction définie. Donc vous voyez bien que c'est pas possible à ce moment-là d'utiliser que 10% de son cerveau. Comme vous voyez, je sais pas si vous voyez la petite partie en rouge, il y a quand même des parties, qui restent inconnues. Mais voilà, enfin, la plupart des parties sont vraiment très connues et on va voir à quoi ça sert. Et vous verrez bien qu'on n'utilise pas que 10% de son cerveau. Et c'est pas non plus on utilise 10% quand on fait une tâche. Ça a été démontré aussi parce qu'une tâche, elle peut être complexe. Donc par exemple, vous pouvez parler et en même temps écrire. Vous pouvez donc ça utilise beaucoup de parties différentes de votre cerveau. On n'utilise pas que 10%. Mais bien sûr, on peut pas utiliser 100% de notre cerveau en même temps. On va voir donc tout ce qui est lobe frontal. Alors, le lobe frontal est responsable donc de la motricité, de la conscience, du jugement
et des contrôles des réactions donc émotionnelles. Donc je vais vous demander de bien retenir conscience, jugement et réaction émotionnelle. On y reviendra tout à l'heure pour le sommeil. Dans le lobe pariétal, on a la sensibilité, la prise de conscience du corps dans l'espace et l'intégration des informations donc liées à la vue, l'ouïe, le toucher. En fait, quand je dis intégration de l'information, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est comme un traitement de l'information. C'est vraiment pour après réagir à l'information que vous avez vue, sentie ou touchée. Le lobe temporal, donc ça c'est l'audition, l'odorat, la mémoire et du coup il y a pas longtemps on a mis en relation la mémoire et l'émotion. Donc par exemple en fait on retient mieux un événement quand on a une émotion forte. Donc par exemple l'odeur de madeleine, ça peut rappeler quelque chose à quelqu'un en fait. Et juste, en fait, c'est l'émotion en fait que vous avez ressentie en mangeant donc une madeleine, ça vous a fait du bien. Et vous avez peut-être eu aussi souvenir, par exemple, pour les plus vieux d'entre nous, du 11 septembre, où, par exemple, je sais que mon prof parlait beaucoup de la chute du mur de Berlin. En fait, il s'en souvient exactement de ce qu'il faisait au moment de la chute du mur de Berlin. En fait, ça a été tellement un traumatisme, ces expériences, qu'on s'en souvient ce qu'on faisait, en fait. Et du coup, tout le monde... Et ça, c'est ce qu'on appelle des mémoires collectives, mais j'en traiterai pas là non plus. C'est un sujet super intéressant, mais je n'en traiterai pas. Donc dans le lobe occipital, donc ça c'est toutes les fonctions visuelles, donc comme je vous ai dit, donc après le chiasme optique, ça va derrière. On a la détection, l'identification et du coup l'interprétation de tout ce qui est objet. Donc quand vous reconnaissez une tasse, c'est grâce à votre lobe occipital. Et du coup, comme je vous ai promis, on va revenir du coup sur le cervelet. C'est l'apprentissage moteur, l'attention, le langage et la précision donc des mouvements. Et du coup, on va refaire une petite idée reçue. Je sais pas si vous avez déjà beaucoup entendu parler, mais on vous demande souvent « Ah, t'es plus cerveau droit ou cerveau gauche ?» en disant que le cerveau droit, c'est tout ce qui est logique, donc rationnel, alors que le cerveau droit, c'est plus tout ce qui est artiste et tout. Ben ça, c'est faux. On n'a pas de cerveau droit et on n'a pas de cerveau gauche. C'est une grosse idée reçue, comme je vous l'ai dit. Hein. Du coup, tout votre œil droit va être contrôlé par votre partie gauche. Donc déjà, à partir de ce moment, on ne peut pas avoir un cerveau droit et un cerveau gauche. Ça n'a aucun sens. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui est donc sommeil. On va voir pour commencer les rythmes biologiques. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un rythme biologique ? Il faut savoir que tous les êtres vivants sur cette planète sont soumis à des rythmes naturels. Et un rythme donc biologique, c'est une variation qui se dit périodique, donc en fonction du temps, ou cyclique. Ça peut être du coup, par exemple, jour-nuit, etc. On verra ça tout à l'heure. Et c'est périodique d'une fonction du coup particulière d'un être vivant. Donc, par exemple, on a les battements du cœur, le sommeil, les migrations. Et en fait, tout ça, ça peut être réglé par des facteurs. Donc, comme je vous disais, le jour et la nuit. Les 4 saisons, donc été, hiver. Donc, par exemple, ça, on le retrouve plus chez les animaux, les espèces qui hibernent. Donc, vraiment qui ont un comportement assez particulier. Et du coup, tous les êtres vivants sur cette planète sont soumis à ça. Et en fait, ils y sont soumis pour en fait, donc on vit dans un environnement de base, on a des contraintes et pour mieux vivre, il faut s'adapter à ces contraintes, donc on est obligé de suivre ces rythmes. Donc en fait, il y a différents rythmes au sein du corps. On a ce qu'on appelle le circannuel. Donc ça c'est le cycle, c'est un rythme qu'on dit annuel. Et par exemple, ça va être les migrations. Donc tous les ans, on a une migration de tel et tel oiseau. On a donc les rythmes infradiens, donc qui sont inférieurs à 1 an. Donc ça peut être par exemple le cycle menstruel chez les femmes. On a le rythme circadien, du coup qui sont donc tous les jours. Et ça, par exemple, ça peut être le sommeil. On a aussi les rythmes ultradiens, donc ça, c'est ceux qui sont inférieurs à 1 jour. Donc ça, c'est la prise alimentaire chez l'homme, les choses comme ça. Et du coup, on va nous s'intéresser souvent au rythme circadien. Donc je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler quelque part et souvent dit. Il faut savoir que du coup, il y a beaucoup de rythmes qu'on va voir qui sont endogènes. Donc qu'est-ce que c'est endogène ? C'est qui prend naissance donc à l'intérieur
Donc ça, c'est la définition de base. En biologie, donc c'est un produit ou une fonction à l'intérieur du corps. Et quand on parle de rythme endogène, donc souvent biologique, on parle de rythme dont l'origine est interne à l'organisme. Je vous ai promis qu'on parlerait de Michel Siffre. Alors Michel Siffre, qu'est-ce qui lui est arrivé, ce bon monsieur? Comme je vous l'ai dit, on est régulé par des facteurs extérieurs, donc le jour, la nuit, tout ça, et tout ça a un impact sur notre corps. Donc par exemple, vous savez, quand il fait nuit, on a plus tendance à somnoler. Et ben ce bon monsieur, il a atterri dans un glacier à 2000, en fait sous un glacier à 2000 mètres. Et il y est resté pendant 58 jours. Mais en fait, on a remarqué qu'il avait une période de 24,5 heures. Mais pourtant, il n'avait aucun repère. Vraiment, il n'avait rien. Il n'y avait pas de jour, pas de nuit. Il faisait tout le temps nuit là où il était. Mais pourtant, il arrivait à maintenir ses cycles. Et en fait, on a remarqué qu'il arrivait à maintenir 8 heures de sommeil et à peu près 16,5 heures d'activité. Et on s'est demandé, mais comment il a fait pour maintenir ça sans un facteur externe? En fait, c'est ce qu'on appelle la période de libre cours. Donc, ce schéma, je vais remercier Alexis parce qu'il l'a fait. En A, ce que vous voyez, donc, c'est la période de sommeil de l'individu. Donc, on a sur 24 heures. Cette période en B, en fait, le petit trait bleu que vous voyez après le A, c'est quand on perturbe les facteurs externes. En fait, on voit qu'il y a une dérégulation du sommeil. Et en fait, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il régule. En fait, c'est comme si on cherchait à réguler le sommeil. On cherche, en fait, on perd un peu pied sur les pédales. Et après, on essaye de rattraper ce qu'on a perdu. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la période de libre cours donc chez les espèces. En fait, du coup, typiquement, c'est ce que ce monsieur donc qui a vécu donc 58 jours sous un glacier a fait. En fait, il a réussi à se réguler en se basant sur d'autres facteurs qui étaient internes. Par exemple, il faut savoir qu'on verra dans le déroulé d'une nuit de sommeil. En fait, il y a plusieurs facteurs qui sont liés, par exemple la température du corps. Il y a plein de choses comme ça qui nous permettent de nous réguler nous-mêmes si on n'est pas soumis donc au jour et à la nuit, si on n'a plus ces repères. Donc, comment tout ça est régulé? Parce que c'est bien beau que je vous dis que oui, quand il fait nuit, on est plus somnolent. Mais pourquoi? En fait, c'est ce qu'on appelle du coup tout ce qui est gène horloge. En fait, je vous en ai mis quelques noms, ils vous diront rien. J'en fais pertinemment, mais en fait ces gènes, leur régulation est modulée par l'information, donc par exemple ici qui est reçue par les cellules rétiniennes, donc les cellules donc des yeux. En fait, ça va transmettre donc comme je vous ai dit une information en disant ah bah tiens il fait nuit. Ça va le transmettre au cerveau qui va se mettre vraiment dans un comme on dirait dans un mood, en fait, il va se mettre vraiment dans un mode à commencer à synthétiser des choses pour vous endormir. Donc, par exemple, la mélatonine. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on vous dit que le mieux, quand vous voulez trouver le sommeil, c'est de rester dans le noir, parce qu'en fait, c'est justement grâce à ça qu'on produit de la mélatonine et d'autres facteurs. Hein, donc, voilà, mais on verra pas tout ça là. En fait, du coup, ces gènes horloges sont principalement dans la régulation des cycles, ce qu'on appelle éveil-sommeil. Donc, ça va nous permettre le basculement de l'éveil au sommeil, parce que ça se fait pas tout seul, on pourrait croire, mais en fait, c'est des mécanismes assez complexes qu'on verra pas là non plus, je vous rassure, je veux pas vous assommer avec des tas et des tas de cycles, enfin, de signalisation cellulaire, ça n'aurait aucun sens. Du coup, on va voir maintenant les différents états de conscience. En fait, on a commencé du coup avec les encéphalogrammes à voir du coup les ondes cérébrales qu'on a donc chez les humains. Donc on a les ondes, je sais pas si vous avez déjà entendu, gamma, bêta, alpha, theta et delta. En fait, ces ondes, elles vont caractériser de certains états. Donc, par exemple, la gamma, ça va être des ondes très rapprochées. Donc, en fait, c'est notre période de lucidité. Après, la bêta, donc vigilance, concentration. Alpha, on va être plus dans la relaxation. Theta et delta, ça va vraiment être là où on dort. Enfin, c'est dans des sommeils profonds et tout ça.
En fait, c'est avec ces sondes qu'on a permis des caractéristiques, qu'on a mis des caractéristiques propres sur notre déroulé de nuit de sommeil, et on verra ça tout à l'heure. Donc là, on va passer du coup dans le sommeil chez l'homme. Donc, comme vous avez peut-être vu, j'ai fait un petit sondage et j'ai eu 41 réponses. Et du coup, on va faire un petit point sondage tout de suite. Donc, je vous ai posé la question de combien dormez-vous en moyenne, donc en semaine. Et la plupart d'entre vous, vous dormez à peu près 7 heures, 8 heures, voire 6 heures pour certains. Et comme vous pouvez le voir, en week-end, ça change totalement. On est plus dans les 9 heures, 10 heures, voire du coup, il y en a quelques-uns qui restent à 8 heures. Donc, on voit qu'il y a un changement déjà entre les deux. Il y a aussi beaucoup d'études qui ont porté sur le confinement, bien sûr, qui ont changé du coup toute notre routine. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont changé. Et pareil, il y a des métiers qui ne permettent pas de garder un certain rythme. Donc voilà, ça c'était le petit point sondage, donc on en a fini pour maintenant. Là, on va voir du coup le déroulé d'une nuit de sommeil. Donc, comme je vous ai dit, on a étudié, on a mis des casques avec des sondes sur la tête des patients et on les a fait dormir dans des laboratoires. Et en fait, c'est très compliqué parce que les personnes qui ont ça, ils sont un peu stressés en fait de dormir dans un laboratoire. Ils passent pas leur meilleure nuit de sommeil avec les appareils et tout ça. C'est un peu très compliqué d'étudier ces cycles parce que comme vous pouvez croire, si on commence à vouloir faire dormir des gens, et puis il faut que ce soit quand même, on fait pas dormir une personne et on n'établit pas ça sur qu'une personne. Enfin, c'est un peu compliqué. Du coup, il fallait faire des grandes études très longues et sûrement très coûteuses. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, on a donc du sommeil paradoxal, on a du coup du sommeil lent profond, on a aussi l'éveil. En fait, tout ça va se faire de façon cyclique. Et en fait, on passe un certain temps en fait dans ces phases de sommeil. Donc, je vous ai refait un petit point sondage. Je vous ai demandé aussi, estimez-vous dormir assez par rapport à ce dont vous avez besoin? En fait, chez certaines personnes, comme on verra tout à l'heure, c'est assez différent. Donc, j'espère répondre aux personnes qui ne savent pas si elles dorment assez. Et il y en a beaucoup qui pensent que non, du coup, la majorité. Et on va voir du coup ce qu'on peut faire, parce que j'ai vu sur l'INSERM qu'on dort à peu près 1h30 de moins qu'à 40 ans, et que beaucoup ne dorment pas assez par rapport à ce dont ils ont besoin. Et là, je vous ai posé la question de combien de temps aimeriez-vous passer à dormir, et là, j'ai eu beaucoup de réponses, 13 heures et plus, 12 heures, 10 heures, mais la plupart du temps, vous aimeriez bien dormir 9 heures et tout. En fait, il y a des personnes qui nécessitent plus de sommeil que d'autres, et on verra ça tout à l'heure pourquoi. En fait, c'est se sentent bien, en fait, ils ont besoin de plus de sommeil, et je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, combien de temps pensez-vous que vous devriez dormir? Là, j'ai eu beaucoup de réponses. Elles étaient diverses et variées, et la plupart ne savaient pas exactement combien de temps vous deviez dormir, en fait. Et comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment des personnes. Et en fait, il faut tester et à quel moment vous vous sentez le mieux. Alors, du coup, sur ce petit graphique que je vous ai mis, en fait, en vert, la courbe verte, ça présente les grands dormeurs. Donc, je vous l'ai dit, c'est du coup une nuit, c'est 3 à 6 cycles successifs. Et en fait, ça va aller de 90 minutes, les cycles, à 200 minutes. Les gros dormeurs font des cycles à 200 minutes. Les moyens dormeurs font des cycles plutôt vers 100 minutes. Et les petits dormeurs font des cycles qui durent 90 minutes. Mais comme vous pouvez le voir, on a un point qui est vraiment très pertinent, c'est qu'on a le même point de SLP, c'est le sommeil lent profond. Le sommeil lent profond est vraiment intéressant et on le verra tout à l'heure. Et du coup, en fait, toutes ces personnes ont besoin d'un rythme différent, donc pour se sentir le mieux, en fait. On a aussi l'alternance, donc sommeil long et sommeil paradoxal qu'on verra tout à l'heure. Alors, on a fait une petite séance photo avec Alexis. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont été attentifs, mais ces derniers jours, on avait des
profil donc personnalisé, une petite phrase donc on mettait en sommeil paradoxal, et Alexis mettait moi aussi, et en sommeil lent, et lui pas moi. Je vais vous expliquer pourquoi Alexis a répondu ainsi. Donc les deux types de sommeil, donc comme vous le doutez, c'est le sommeil lent et le sommeil paradoxal. On va commencer par le lent. En fait, il est caractérisé par les ondes lentes qu'on a vues tout à l'heure, donc le delta, etc. En fait, pendant cette période, tout votre corps va être vraiment réduit. Donc, le métabolisme va être réduit, l'oxygène va être réduit, on respire doucement. C'est vraiment une phase où on est vraiment c'est dit dans le titre, c'est vraiment le lent. On a aussi une diminution de la température et aussi du tonus musculaire qui, lui, est diminué. Il n'est pas arrêté, il est diminué. Donc, on peut bouger beaucoup pendant cette période. On verra tout à l'heure, mais dans cette période, on peut aussi faire des rêves. C'est pas qu'en sommeil paradoxal, mais on verra ça tout à l'heure. Donc, le sommeil paradoxal, c'est un peu un sommeil particulier parce qu'en fait, on a retrouvé une activité cérébrale presque très proche de la phase d'éveil. Elle est vraiment caractéristique, donc on a des ondes très fortes, comme si on était réveillé, mais pourtant on dort. On a aussi les périodes de REM, c'est les Rapid Eye Movement. C'est donc des mouvements dans des paupières où en fait on a nos yeux qui bougent en permanence. Et du coup, on a un tonus musculaire là qui est totalement aboli. Sauf dans certaines particularités, et on verra ça aussi tout à l'heure. La particularité, c'est que c'est les personnes qui sont malades ou atteintes de somnambulisme, etc. On a du coup une pression artérielle et un rythme respiratoire qui fluctue. Donc, soit on a beaucoup de rythme respiratoire, soit on en a très peu. Mais en fait, ça varie pendant ces périodes. Et c'est là qu'on fait les rêves les plus intenses. C'est pour ça que j'ai mis rêve. Je dis pas on fait tous les rêves dans ce sommeil, mais c'est les rêves les plus intenses. Et ceux dont on en garde le souvenir. Mais c'est un peu compliqué. En fait, on sait pas trop comment ça se passe, les rêves. En fait, le problème, c'est que on sait pas comment étudier les rêves en tant que tels. Le problème, c'est que le rêve, c'est difficilement caractérisable. On sait pas ce que c'est, d'où ça vient exactement. On sait pas quand l'individu va rêver, et on sait pas s'il va se souvenir de son rêve. Et en fait, ils ont fait des expériences sur des personnes qui réveillaient pendant des phases de sommeil paradoxal. Et à chaque fois, ces personnes, quand ils se réveillaient pendant ces phases, ils disaient qu'ils avaient rêvé. Parce qu'en fait, en se réveillant, on se souvient mieux. Enfin, si on se réveille pendant une période de rêve, on se souvient mieux du rêve. Et en fait, donc c'est vraiment particulier. C'est pour ça qu'ils en ont conclu que dans le sommeil paradoxal, c'est là où vraiment on a les plus grandes ondes, et c'est là qu'on va donc interagir avec plus de notre cerveau. Il va mettre tout ça en mémoire et en fait garder tout ça. Une fois qu'on est réveillé, c'est pour ça qu'on se souvient. Mais si on se le rappelle pas, notre rêve au matin, vous avez sûrement remarqué que vous en avez déjà oublié des centaines de rêves. Mais d'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi on garde en mémoire nos rêves. Donc, nouveau petit point sondage. Là, je vais en discuter quelques-uns. Combien faites-vous de nuits blanches par semaine? J'ai 3 personnes qui m'ont dit qu'ils faisaient une nuit blanche par semaine et 2 personnes qui me font 2 nuits blanches par semaine. Alors, comment vous dire que déjà, c'est pas très bien pour votre corps, parce que on verra ça tout à l'heure, mais la privation de sommeil, c'est vraiment quelque chose de très mauvais pour le corps. Il faut savoir que quand vous faites une nuit blanche, c'est une semaine de dette de sommeil que vous devez donc récupérer. Donc, quand vous faites une nuit blanche, pendant une semaine, votre corps va récupérer cette nuit blanche sur cette nuit. En fait, c'est ce qu'on voit sur le petit graphique. Vous avez des temps de sommeil qui sont allongés et en fait, ils vont se réguler et après redevenir à leur normale au bout d'une semaine. Mais tout ça, vous le payez à un moment ou à un autre. Donc, évitez de faire des nuits blanches sur des jeux vidéo ou des choses comme ça, c'est pas bien. De nouveau, un petit point sondage, et là, je vais aussi en discuter quelques-uns. Pensez-vous que le sommeil est une perte de temps? J'avais déjà lu ça, et je voulais faire l'expérience par moi-même. Sur l'INSERM, il y a 13% des personnes qui
donc qui ont été participants au sondage qui pensent que le sommeil est une perte de temps. Je pensais pas en avoir autant, et ici on en a donc 29. C'est énorme. Le sommeil n'est pas une perte de temps, on va voir pourquoi, mais je peux comprendre pourquoi on répond ça dans la société dans laquelle on est, où vraiment le temps c'est de la rentabilité, on a vraiment envie de faire beaucoup de choses, et on se dit qu'on n'a pas le temps, mais le sommeil c'est vraiment quelque chose qui est important pour notre survie. On ne peut pas vivre sans sommeil, c'est impossible. Donc quand vous voyez un article, ça fait 40 ans qu'il ne dort plus, c'est faux. C'est une fake news impossible. Il serait tombé depuis longtemps, soit il serait mort, soit il serait tombé de fatigue depuis un moment. Donc on va voir ce qui se passe en cas de privation de sommeil. Donc ça, c'est des données de l'INSERM. Donc vous voyez que si les ados, ils n'ont pas un sommeil suffisant, c'est corrélé à un plus petit volume de matière grise. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure de bien retenir cette information, parce que la matière grise, du coup, c'est vraiment lié donc au corps de vos neurones. Donc vous avez moins de neurones si vous faites pas donc suffisamment de sommeil. Et j'ai été étonnée de voir que ça avait aussi beaucoup plus que je l'imaginais de risques pour la santé, parce que ça atteint donc ça permet, si vous faites, excusez-moi, des nuits de moins de 6 heures, vous augmentez de 28% vos risques d'avoir un diabète de type 2. Vous imaginez, 28%, c'est énorme. Et en fait, ça, c'est typique des privations donc, de sommeil où on dort pas assez pour sa propre survie. Bien sûr, le système immunitaire pendant le sommeil, en fait, va se réguler. J'en ai pas parlé dans les rôles du sommeil parce que c'est très complexe, mais vous avez par exemple un risque plus accru d'attraper un rhume parce que votre système immunitaire va se renforcer durant la nuit, va se reposer, se reformer, et en fait, il va être fragilisé si vous manquez de sommeil. Donc, à quoi ça sert le sommeil? Donc, en fait, à la fin du 19e siècle, on a commencé à faire les premières expériences de privation de sommeil chez des individus, et on a vite identifié plusieurs phénomènes. Donc, la concentration, les personnes qui dormaient pas avaient des problèmes de concentration, d'apprentissage, de mémorisation et d'orientation. Et ils avaient aussi des problèmes aussi, d'irritabilité. Donc, ils avaient vraiment des problèmes de comportement. Et vous voyez, il y a aussi, ça affecte la prise de poids, l'hypertension, les infections. C'est vraiment, on n'y pense pas, mais le sommeil, c'est vraiment un truc qui affecte beaucoup le corps humain. Et si vous dormez mal ou peu, eh ben, ça va accentuer tout ça. Et du coup, j'ai lu un super livre que je vous ai mis à la fin. Donc, si vous trouvez un site pour le lire, moi, je l'ai offert ma fac me l'offre, un site pour lire en PDF. Et en fait, donc c'est le livre de neurosciences. Donc, je vous ai mis toutes les références à la fin. C'est Randy Gardner qui est resté le plus longtemps éveillé. Donc, c'est à ses 17 ans qu'il décide de faire ça, avec 2 de ses amis qui le maintiennent réveillé pendant 11 jours. Donc, il faut s'imaginer, 11 jours, c'est énorme. Donc, ils ont fait ça sans boisson énergisante, sans rien. En fait, ils le maintenaient juste réveillé lui-même, en fait. C'est vraiment beaucoup. Et en fait, il faut savoir que après ces 11 jours, il a tapé sa meilleure nuit de sommeil. Clairement, il a fait, je crois, plus de 15 heures non-stop de sommeil, et après, il l'a payé cher. Heureusement pour lui, il n'y a eu 0 conséquence réversible. Mais à la fin, donc vers la fin des 11 jours, il avait un comportement violent. Il commençait à avoir des hallucinations. Donc c'est pour vous dire en quoi la privation de sommeil, c'est vraiment quelque chose de vraiment grave en fait. Donc si vous privez votre corps de sommeil, sachez-le, il y a beaucoup de choses qui en découlent. Là, je vous ai fait un petit point de sondage sur êtes-vous concerné par un trouble du sommeil. Il y a 1 personne sur 3 en France qui est concernée par le trouble du sommeil. Ça peut aller, donc on va faire un petit tour rapide d'horizon des différents troubles, mais ça peut aller d'une insomnie chronique à de l'apnée du sommeil, à une petite insomnie de temps en temps. Je suis sûre que vous avez déjà fait une insomnie, c'est impossible de dormir, et vous y arrivez pas, vous avez beau faire ce que vous voulez, impossible de dormir. Donc, on va voir ensuite les troubles du sommeil.
Donc, selon l'INSERM, donc toujours, ils ont un super site. Je vous l'ai remis aussi à la fin. Vraiment, si vous voulez en apprendre plus sur le sommeil, c'est vraiment bien vulgarisé. l'INSERM, c'est vraiment un site où il faut aller. Donc, les insomnies, comme je vous ai dit, elles peuvent être chroniques ou donc ponctuelles, hein, quelques fois par mois. Mais ça peut toucher tout le monde. Moi, j'en ai fait quelques-unes et j'en fais encore quelques-unes. On a les hypersomnies et la narcolepsie. Donc ça, c'est le fait de trop dormir. Et il y a des personnes qui s'endorment comme ça, sans demander rien, et ça peut être très dangereux, par exemple, durant la conduite. Donc toutes les personnes narcoleptiques ne peuvent pas dormir, par exemple, enfin ne peuvent pas conduire, par exemple, excusez-moi. En fait, par exemple, s'ils vont faire une balade en forêt, au bout de 30 minutes, elles peuvent s'endormir. Et ça, c'est un dérèglement de tout ce qui est gènes horloge, des gènes des horloges qu'on a vu tout à l'heure plus. On a les troubles des rythmes circadiens, donc on n'a plus le même rythme, soit on a des trop gros rythmes, donc par exemple des journées de 32 heures, soit on a des plus petits rythmes, et du coup on est décalé en fait par rapport aux vies, et on a du mal à s'adapter. Donc ça c'est très mauvais pour la survie de l'individu. On a aussi du coup l'apnée, ce qu'on appelle du sommeil. En fait, c'est des personnes qui dorment avec des appareils pour s'oxygéner parce qu'ils n'arrivent plus à respirer. En fait, c'est comme s'ils s'étouffaient pendant leur sommeil. Ça arrive souvent, hein, c'est une maladie qui est connue, maintenant qui est bien reconnue, qui est facilement traitée, hein, faut pas s'inquiéter. Mais en fait, on peut mourir d'une apnée du sommeil en dormant. En général, on se réveille avant parce que le corps réagit, hein. On se laisse pas mourir comme ça, je vous rassure, ne faites pas de cauchemar, vous mourrez très rarement d'une apnée du sommeil. Et on a donc tout ce qui est parasomnie. Alors ça, c'est une famille de maladies qui regroupe du coup les somnambules. On a aussi donc plein d'autres maladies que je parlerai pas, mais j'ai découvert récemment une maladie qui s'appelle la sexomnie. Donc ça, c'est avoir des comportements sexuels frénétiques pendant la nuit et sans s'en souvenir le lendemain. Alors vous imaginez qu'est-ce que ça peut provoquer comme problème. On a aussi donc les syndromes des jambes sans repos. En fait, c'est qu'on peut pas s'empêcher de bouger les jambes quand on se couche ou on s'assoit. En fait, chez ces personnes, ils sont incapables de dormir en fait, parce que en fait elles vont tout le temps bouger et en fait si on a un stimulus qui arrive, ça va perturber nos gènes et horloges et on va avoir du mal à s'endormir. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. Alors, on va faire la partie, parce que je fais une conférence sur le sommeil, je ne peux pas m'en empêcher de faire une petite partie améliorer donc son sommeil, mais je tiens à dire quand même que je ne suis pas non plus irréprochable sur ma qualité de sommeil. Bien sûr que je regarde quand même mon écran de temps en temps, mais il faut, voilà, il fallait que je donne un peu des conseils pour les personnes qui cherchent à améliorer leur sommeil. Déjà, je vous remercie parce que vous m'avez fait beaucoup rire dans les réponses courtes au sondage. On va en voir quelques-unes. Alors, vu lire, maths, vidéo et conférences, je tairai le nom de cette personne, mais vous pouvez facilement deviner qui c'est. Je ne dis rien, mais vous pouvez facilement deviner. J'ai aussi eu, il m'a fait vraiment trop rire, répondre à un questionnaire à minuit sur le téléphone. Franchement, j'ai vu cette réponse, j'ai été pliée. On avait aussi, oui, je suis sur mon téléphone, oui, c'est pas bien, je le sais, mais je le suis quand même. Donc, si tu le sais, je sais pas qui tu es, cette personne, mais si tu le sais, c'est pas bien. Enlève ce téléphone. Et on avait le téléphone à Caroline. Je me demande qui c'est. Alors là, on va voir les comportements à ne surtout pas adopter. Alors, hier soir, sur Twitter, un soir on traînait et on a vu ce genre de choses. Je ne dirai pas qui c'est, je tairai son nom. Moi, je le tairai pas, c'est Aurélien. Voilà, j'ai la preuve dans Réaction Live. Et on a d'autres personnes, comme Antoine, qui jouent toute la nuit. Certainement, ce sont très peu des exemples à suivre. Je tiens à le dire pour ceux qui veulent améliorer leur sommeil. Donc, tout ce que je vous disais, les écrans, en fait, qui recréent des lumières, en fait, tellement proches des facteurs qu'on a dehors, donc qui vont perturber en fait les gènes horloges, donc leur expression. En fait, plus vous êtes dans des endroits lumineux,
plus votre cerveau il va faire ouh, c'est le jour. Alors moi je suis on fire, on va pas dormir tout de suite, ah non. Donc le téléphone, les films et les séries, c'est pas top. Là je fais un point aussi sur tout ce qui est drogue. Il y a beaucoup, je vois dans mon entourage beaucoup de personnes qui fument ce qu'on appelle des bédos, tout ce qui est drogue, en disant oui, non, mais je fume que le soir pour m'endormir, ça me détend. Ok, ça marche un temps, mais après vous pouvez plus dormir sans parce que vous êtes devenu accro en fait à cette drogue, et en fait vous avez vraiment du mal. Et après ces personnes, donc quand elles veulent se sevrer de leur drogue, passent par des périodes d'insomnie vraiment violentes. On a aussi tout ce qui est alcool. Alors on peut se dire oui, mais après une soirée arrosée, moi je dors bien. Alors bon, oui, alors ça marche une fois, mais votre foie, il va pas trop apprécier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter si vous voulez avoir un mode de vie sain, surtout au niveau de votre sommeil. Et on a tout ce qui est boissons énergisantes. Moi, j'adore le café, par exemple, mais le coca et les choses comme ça. Et l'énergie drink, j'en parle même pas. C'est pas à boire le soir, c'est très mauvais. Il y avait beaucoup d'études qui ont porté sur ce qu'on appelle le café clope. Alors moi, je fume pas personnellement, mais les personnes qui fument et qui boivent un café le matin, en fait, c'est le meilleur moyen de pas se rendormir. Alors ça perturbe nos gènes des horloges, mais d'une façon vraiment miraculeuse. Les comportements donc qui sont à adopter, donc j'ai vu beaucoup de personnes qui lisaient, ça c'est super bien, lire donc dans des environnements avec une luminosité réduite. Et en fait le fait de tous les soirs de se dire que je vais lire, ça va créer des comportements, on va y revenir. Les étirements, j'ai vu, ça c'est une personne qui m'a répondu ça et je trouve ça vraiment bien. En fait, ça lui permet d'avoir une routine en fait, et ces routines sont vraiment importantes. Dans la mise en sommeil, en fait, ça va permettre au corps de se mettre comme je vous disais, dans un genre de mood pour dormir en fait. Par exemple, il y a des gens qui boivent un verre de lait avant d'aller se coucher. En fait, tout ça, ça va permettre de dire au cerveau, elle boit un verre de lait, il fait un peu nuit dehors. Ok, je me mets en mode, je vais commencer à me détendre et on va commencer à synthétiser nos gènes et hop, on se met en route pour aller dormir. Donc je vous ai dit, il faut éviter les écrans et en fait éviter de boire beaucoup d'eau avant de dormir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, vous avez tendance à beaucoup vous réveiller quand vous buvez parce que vous avez besoin d'aller aux toilettes. Donc si vous voulez vraiment dormir et avoir des nuits très reposantes, je vous déconseille de boire de l'eau. En fait, on conseille aux gens qui veulent se souvenir plus facilement de leurs rêves de boire beaucoup d'eau, comme s'ils se lèvent plusieurs fois dans la nuit et ils se souviennent plus de leurs rêves. Alors si jamais vous voulez faire cette petite expérience, vous pouvez le faire, c'est pas dangereux, mais vous passerez une moins bonne nuit que quelqu'un qui aura évité de boire trop d'eau avant d'aller dormir. Je dis pas que boire de l'eau c'est mauvais. Buvez de l'eau, c'est bien. Là, on va parler de changer une habitude. Donc, par exemple, être devant ses écrans et tout ça, c'est compliqué et c'est long parce il va falloir ancrer cette information et comme je vous l'ai dit, il va falloir y aller. Donc, pour changer, il va falloir faire une répétition de l'habitude jusqu'à quand ce soit ancré. En fait, ça va créer un ancrage vraiment dans votre sommeil et c'est vraiment super important pour vous endormir. C'est vraiment quelque chose de bien. On va voir juste vite fait en ouverture, parce que j'ai bientôt fini ma petite conférence. Le sommeil, paradoxal chez d'autres espèces. Je sais pas si vous avez des chats ou des chiens chez vous, mais chez ces petits animaux tout mignons, en fait, on peut observer pendant certaines périodes où ils dorment des mouvements. Des pattes qui bougent, des fois ils font des petits bruits, on se dit mince, est-ce qu'ils rêvent et tout, on essaye un peu de savoir s'ils rêvent, mais je suis désolée de vous décevoir, on ne saura jamais si ces animaux rêvent ou pas, parce que déjà chez l'homme, comme je vous l'ai dit, on l'a su parce qu'on réveillait les personnes à des moments précis et on leur demandait s'ils pensaient avoir fait quelque chose. Et eux, ils disaient qu'ils sont rêvés. Sauf que le chien et le chat, pour l'instant, on ne sait pas leur donner la parole. Donc, pour moi, on ne saura jamais s'ils rêvent. Mais c'est fort probable, en tout cas. Je vous ai remis le petit livre, des sources. Je vous ai mis des sources avec l'INSERM, CNRS, qui sont vraiment bien. Et du coup, le petit livre dont je vous ai parlé, sur toutes les neurosciences. Il y a 40 pages sur le sommeil. Elles sont vraiment intéressantes. Elles parlent de beaucoup de choses qu'on n'a pas pu traiter durant la conf.
Et du coup, si vraiment ça vous a plu, certains aspects, je pourrais vous faire peut-être un petit exposé sur la plasticité cérébrale ou quelque chose. Mais donc, voilà, j'en ai terminé.